Un cessez-le-feu en Ukraine est-il proche? Pour la première fois, Volodymyr Zelensky accepte de renoncer à une partie de son territoire. Alors c'est un renoncement sous condition pour garantir la paix. On va expliquer tout ça, vous expliquer tout cela dans un instant. Mais d'abord, que propose-t-il exactement? On voit cela avec Pierre-Henri Holderbaum. Alors qu'il l'avait toujours exclu, pour la première fois, Volodymyr Zelensky se dit prêt à céder des territoires en échange de la paix, mais sous condition. Si nous voulons mettre fin à la phase chaude de la guerre, l'OTAN doit désormais défendre le territoire ukrainien que nous contrôlons encore. Nous devons agir vite. Et ensuite, pour les territoires occupés par la Russie, l'Ukraine pourra les récupérer par voie diplomatique. Cette solution n'a jamais été envisagée par l'Ukraine, car personne ne nous l'a jamais proposée jusqu'à présent. La solution d'une présence de l'OTAN pourrait dissuader Vladimir Poutine, selon ce spécialiste. Faire en sorte que Vladimir Poutine, dont on sait que la voix et la parole ne vaut absolument rien, eh bien respecte effectivement ce statu quo autour d'une ligne, la ligne de combat actuelle. Ça, c'est quelque chose qui est certainement envisageable. Pour l'instant, Moscou contrôle 18% des territoires à l'est du pays. Mais ces dernières semaines, les frappes russes se sont intensifiées. Et Vladimir Poutine menace d'utiliser son missile Orekhnik en réponse à l'envoi de matériel militaire fourni par les États-Unis et le Royaume-Uni. Un comportement dénoncé par Emmanuel Macron hier lors d'un échange téléphonique avec le président ukrainien. Ces frappes, la coopération accrue avec la Corée du Nord et la rhétorique irresponsable qui les accompagne participent d'une logique d'escalade inacceptable de la part de la Russie. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche semble pousser Volodymyr Zelensky à vite trouver une solution de sortie. Alors comment réagit-on en Ukraine à cette proposition? Angie Loata est l'envoyé spécial de BFM TV. Une grande partie de la population ukrainienne n'a qu'un seul horizon, la paix, et est probablement prête à faire quelques concessions pour cela. Nous avons été assez étonnés, notamment depuis plus d'une semaine avec David Kouloum, de voir également un certain nombre de personnes dans des villes comme Kiev ou Lviv qui souhaitent tellement la paix et sont si fatigués, si épuisés par la guerre qu'ils n'en suivent même plus les nouvelles via les médias. Mais il y a également certaines rencontres qui nous ont marqués cette semaine. Je pense notamment à un soldat ukrainien qui, il y a quelques semaines, a perdu sa jambe sur une mine lors d'une offensive en territoire russe. Et lui nous a confié très clairement avoir sa famille en zone occupée actuellement. Et il n'envisageait certainement pas une solution de paix faisant ce type de concession. Alors cette proposition a-t-elle une chance d'aboutir? On va décrypter tout ça avec nos invités. David Rigoulet-Rose, bonjour, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Le général Jérôme Pellistrandi, bonjour, notre consultant défense BFM TV. D'abord, qu'on comprenne bien, il s'agit non pas de renoncer totalement à ces territoires, mais de geler en fait la situation avec une sécurisation qui serait assurée par les soldats de l'OTAN. Oui, c'est-à-dire que le président Zelensky il intègre un principe de réalité. Il sait qu'il va y avoir un changement de paradigme, un game changer avec la nouvelle administration Trump, qui a dans ses cartons effectivement l'idée de faire la paix par la force, entre guillemets, c'est-à-dire en faisant pression sur les belligérants de part et d'autre. Et donc, il est obligé de donner des gages en montrant qu'il est de bonne volonté, qu'il ne pourra pas tout avoir, puisqu'il y a eu une déclaration il y a quelques temps où il disait que la souveraineté ukrainienne ne peut pas être sacrifiée. Ça avait donné lieu d'ailleurs à un tweet assez moqueur de Elon Musk qui disait qu'il avait le sens de l'humour, sous-entendu que sans la sécurité, sans l'aide américaine, de toute façon, il ne pouvait rien faire, ce qui est vrai. Donc, il intègre cette donnée. Mais en même temps, il veut obtenir des contreparties. C'est-à-dire que c'est pas renoncer totalement au territoire, c'est accepter de ne pas les recouvrer de manière immédiate par la force, à charge pour ses alliés d'assurer une sécurité à long terme, et d'où la demande effectivement d'une présence de l'OTAN sur le territoire ukrainien qui n'a pas été conquis, pour éviter que Vladimir Poutine ait des velléités d'aller plus loin. Et là, ça va être le point central, justement, parce que Donald Trump, là-dessus, il sait très bien que du côté de Poutine, il y a un refus catégorique de l'idée d'une intégration de l'Ukraine, même partielle, en termes de territoire, au sein de l'OTAN. Général, on va peut-être prendre les cartes avec vous. Si on met entre parenthèses, si on gèle, comme le dit le président Zelensky, les zones conquises pour l'heure par la Russie, c'est combien du pourcentage du territoire ukrainien? En gros, il y a entre 18 et 20% du territoire ukrainien qui est sous occupation russe. J'emploie à dire le terme occupation, puisque ce sont des territoires qui sont
sous la souveraineté ukrainienne au regard du droit international. Et on les voit très bien là. Ils sont en rouge, vous voyez. Exactement. Avec la problématique qu'il y a deux grandes villes majeures qui sont Kherson et il y a le fleuve Dniepr. Les Russes, ils sont juste de l'autre côté. Vous avez Zaporijia, qui est aussi une des autres grandes villes, avec l'autre problématique, c'est que la centrale nucléaire de Zaporijia, qui est à environ une 50aine de kilomètres de la ville de Zaporijia, est sur la rive gauche, occupée par les Russes, et donc c'est une part quand même conséquente du territoire, 20% du territoire qui est sous occupation russe. Mais ça veut dire, David Rigoulet-Rose, si on regarde cette carte, que le long de ces territoires qu'on voit en rouge, on va reprendre la carte si c'est possible, le long de ces territoires qu'on voit en rouge, on aurait des soldats de l'OTAN qui feraient tampon avec les zones contrôlées par les Russes. C'est toute la question. C'est évidemment la demande de Zelensky, vraisemblablement. Mais ça ne sera pas forcément la suite qui sera donnée à cette demande. Hein, parce que la question de l'OTAN, de toute façon, il y a une décision américaine. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il y aura des troupes européennes de l'OTAN en tant qu'otanienne ou des troupes européennes en tant qu'européennes tout court, puisqu'il y a aussi la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, qui n'est pas la même qu'à l'OTAN, évidemment. Donc il va y avoir un débat de fond, effectivement, qui va se poser, et les Américains vont certainement mettre les Européens au pied du mur, en termes de responsabilité, parce que les Américains n'ont pas envie, pas uniquement pour des raisons financières, de prendre en charge ce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, en tout cas de Donald Trump, comme une affaire européenne. Ce qu'il faut rajouter, c'est que là, on voit sur la carte la partie en rouge, donc qui est sous occupation russe. Mais il y a aussi la problématique de toute la frontière nord, avec notamment la ville de Kharkiv. Vous voyez, là où il y a marqué Russie, cette frontière, l'autre côté, c'est la Russie. Donc, est-ce que ça veut dire aussi avoir des forces qui seraient en quelque sorte le long de cette frontière? Il faut bien comprendre que le front, il fait le long de la frontière environ 1000 km. Donc, ça voudrait dire aussi un déploiement de forces conséquentes, pas uniquement quelques patrouilles avec des véhicules légers qui seraient là pour observer. Ça a été fait. Ça a été fait de 2014 à 2022, après, on va dire, la première guerre du Donbass, où il y avait l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, l'OSCE, qui avait des patrouilles, un peu comme des casques bleus des armées, et on voit que ça a été un fiasco. Voilà, donc c'est ça aussi l'une des difficultés que l'on va rencontrer dans les discussions à venir. Cette proposition, elle met quand même les Européens au pied du mur, parce que ça relance cette discussion que le président Macron avait évoqué un temps pour lequel il avait été très critiqué, c'est-à-dire l'envoi de soldats français, pas au nom de la France, mais au nom de l'OTAN, sur ce territoire, comme d'autres soldats d'autres pays européens. Oui, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères vient récemment de dire qu'il n'y avait pas de ligne rouge. Et implicitement, il y avait cette possibilité, cette option, pas explicitée, mais en tout cas d'envoi de troupes au sol. Opportunément, au moment où Vladimir Poutine menace du fameux missile balistique Oreshtyn, on en a beaucoup parlé ces dernières heures, missile de très forte puissance, menace directement Kiev. Oui, parce qu'on est vraiment dans cette phase très complexe où il y a une escalade militaire voulue par Moscou pour obtenir un maximum de gages sur le terrain. Il y a aussi un autre aspect, c'est pour punir les Ukrainiens, parce que Vladimir Poutine ne supporte pas que les Ukrainiens lui résistent depuis bientôt 3 ans. Et tout ça pour être en position de force, pour pouvoir négocier, sachant que dans l'esprit de Vladimir Poutine, négocier, c'est que Kiev capitule. Donc tout ce qui peut faire pression, faire des dégâts, faire mal, et puis donc faire capituler Kiev, et également, comme le disait très bien David Rigoulet-Rose, faire peur aux Européens. C'est les menaces qu'il a répétées en disant que le missile Oreshtyn pourrait taper ailleurs. Oui. Bon, donc on est vraiment dans ce bras de fer qui est intense, avec une population civile ukrainienne qui souffre. Il ne faut pas oublier, on l'a vu, Gilles Loata, il était dans la neige, vous avez vu. Donc, et quand vous n'avez plus d'électricité... et qui fait 0 degré. 0 degré, la vie est extrêmement pénible. Donc on voit bien que Volodymyr Zelensky fait preuve de pragmatisme. Il sait qu'il ne peut pas aller au-delà. Et que de toute façon, en 2025, il serait incapable de reprendre une offensive. Donc c'est maintenant ou jamais, mais à quelles conditions? Ce sont les questions qui sont sur la table. Est-ce que cette proposition, elle peut vraiment aboutir? C'est difficile, il faut attendre en fait l'arrivée de Donald Trump. Ouais. En tout cas, il y a une roadmap, enfin une feuille de route qui a été formalisée par son envoyé spécial, Keith Kellogg, qui est chargé justement de cette question ukrainienne.
Et donc là, c'est effectivement, de toute façon, convaincre Zelensky qu'il ne pourra pas continuer tel qu'il l'a fait jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Jake Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale de l'actuelle administration, a sous-entendu aussi qu'il y avait une impasse, puisqu'il a demandé à Kiev de baisser l'âge de mobilisation à 18 ans pour être crédible. Or, on sait bien que la population ukrainienne est déjà épuisée. Et donc, ça explique les réactions que vous avez mentionnées dans le reportage, où il y a une aspiration quand même à ce que ça s'arrête. Mais effectivement, pas à n'importe quel prix. Merci beaucoup, merci à vous deux pour toutes ces explications. On continue évidemment à suivre cette actualité tout au long du live BFM.